Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur ce webinaire avec une question qui est complexe: comment gérer les demandes d'augmentation de vos collaborateurs? Alors, certains d'entre vous me connaissent, ont l'habitude peut-être de venir à mes webinaires. Donc moi, je suis Christophe Aubry-Lecomte, cofondateur et dirigeant de la société QuickMS, et on est éditeur de logiciels dont je vais vous présenter un tout petit peu au début, mais le but, c'est vraiment pas faire de la pub. Je vais demander à mes deux compères de ce webinaire de se présenter. On va laisser d'abord la parole à Chloé, parce que je sais qu'Olivier est un gentleman. Bonjour à tous, moi je suis Chloé Santos, du coup je suis chef de produit chez QuickMS et aujourd'hui je vais être principalement avec vous sur le chat. Bonjour à tous, merci Christophe, merci Chloé. Je m'appelle Olivier Ordonneau, je suis directeur des ressources humaines de la société SPI Oil and Gas Services, donc la branche Oil and Gas du groupe SPI. Ça fait 2 ans que j'occupe ce poste en France, après une grosse partie de ma carrière à l'étranger, à des postes aussi de direction des ressources humaines. Du coup, le temps qu'on arrive, j'ai choisi de m'appuyer sur ce thème un peu compliqué, sur l'expérience d'Olivier, qui a fait quoi, 30 ans presque 20 ans de poste de DRH. Ouais, un petit peu moins, je sais que j'ai du poil blanc dans la barbe, mais un petit peu moins, on s'en approche petit à petit. On s'en approche, enfin bon, c'est une belle expérience quand même, et internationale en plus. Donc, comment ça va se passer ce webinaire? Je vais vous poser des questions, vous devrez répondre dans le chat pour voir un peu l'ambiance. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les chats. Chloé va essayer de faire en sorte de les récupérer, mais sinon, il y a la partie questions qui simplifie le travail de Chloé. Et vous aurez aussi un sondage à un moment donné. Voilà. Donc, n'hésitez pas, on essaie. Chloé nous interrompre au fil de l'eau. Moi, les monologues pendant une demi-heure, ça ne m'intéresse pas. Si on peut récupérer vos inputs et vos remarques tout au long, on va le faire. On essaiera de le faire entre chaque slide. En théorie, on va être ensemble pour une demi-heure et on va essayer de garder 15 minutes de questions-réponses à la fin, s'il y a besoin. Donc, maximum 45 minutes ensemble. C'est parti, je vais partager mon écran. Alors, on rentre direct dans le thème, comment gérer les demandes d'augmentation de vos collaborateurs. Et là, je vais directement vous poser une question à vous. Selon vous, combien de chances avez-vous de réussir à bien gérer une demande d'augmentation? Donc, entre 0 et 100, 0% aucune, 100% au top. Voilà. Si vous pouvez nous mettre dans le chat, là, Chloé va regarder un peu vos réponses. Vous jugez à combien de chances vous avez pour bien gérer cette demande d'augmentation? Olivier, je te laisse répondre. Oui, on commence fort. Bien gérer une demande d'augmentation, il faut qu'on définisse correctement ce que ça veut dire, bien évidemment. Pour moi, ça me paraît compliqué de dire on gère bien une demande d'augmentation quand souvent une demande d'augmentation, c'est l'expression d'autre chose, en tout cas d'un autre souci. Donc, je ne suis pas optimiste sur le résultat, en tout cas. Je dirais que le résultat va être assez bas. Alors, c'est quoi l'ambiance du son dans le chat? C'est assez varié. On a une tendance autour de 70% de résultats. Après, c'est assez varié. On a du 30, on a du 50. On a pas mal de 50. Et pas mal de 70, ouais. Ah, donc on a des optimistes avec nous, c'est bien, ou des spécialistes des demandes d'augmentation. Donc, alors, pour moi, et c'est mon avis personnel, c'est 0% de chance, parce que c'est un sujet extrêmement complexe, la rémunération. Comme le dit Olivier, ça peut cacher plein d'autres sujets. Donc, on va essayer de la gérer, c'est déjà bien. De très bien la gérer, ça serait candide, mais on y va. Alors, si on prend deux cas extrêmes, on a le cas extrême, vous avez une demande et vous acceptez la totalité de la demande. Le cas extrême de l'autre côté, vous refusez la demande sans, comme ça, non, c'est non. Tu veux une augmentation, c'est non. Donc, dans le cas où vous acceptez la totalité de la demande, vous avez le salarié qui peut quand même se dire j'aurais pu demander plus, ils n'ont pas négocié. Vous refusez la demande, le salarié se dit on ne m'écoute pas. Sachez que dans le cas où on accepte une demande, l'impact positif sur la motivation est entre 30 et 60 jours. Dans le cas où on refuse une demande d'augmentation, l'impact négatif sur la motivation est de plus de 200 jours. Donc, c'est en ça que ça devient très compliqué de gérer une demande d'augmentation. Parce qu'en fait, le refus, s'il n'est pas bien accompagné, il vient détruire la motivation du collaborateur. Et si vous acceptez, vous avez juste un petit effet, puis après, ça passe très vite.
Olivier, est-ce que tu veux apporter un petit commentaire? Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu projettes, Christophe. C'est une discussion qu'on a souvent avec mon équipe RH, c'est sur cette notion de rémunération et où j'essaie d'expliquer souvent que la rémunération, c'est un facteur de démotivation, pas un facteur de motivation. Et que si vous tous autour du chat, je vous paye demain 150 000 euros par jour, vous allez être très content, mais c'est pas pour ça que vous allez faire beaucoup plus ou beaucoup mieux, en tout cas, votre travail au quotidien, que vous allez être plus productif, que vous allez être plus motivé. Vous allez juste être attaché avec un boulet au pied à un job qui peut-être ne vous plaît plus, mais ça ne va pas être facteur de motivation. Ce qui est certain, c'est que si on ne vous paye pas au tarif minimum, entre guillemets, en termes de marché, etc. Par contre, ça va avoir un gros impact sur votre démotivation. Donc, c'est une fine ligne sur laquelle il faut marcher, tout simplement, entre démotivation et non-motivation. On a une question dans le chat de Eléa qui nous demande si c'est possible d'avoir le lien de cette étude où tu as pu sortir ces chiffres, Christophe. Alors, je les ai trouvés dans un livre qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Super livre sur les entreprises libérées et qui, à un moment donné, parle du sujet des augmentations. Voilà, je conseille à lire. Alors, pour continuer, on vous a mis en place un petit sondage. Parce que donc on parle de rémunération, mais en fait les attentes, comme le disait un petit peu Olivier, sont peut-être plus larges que la rémunération. Voilà, je vous ai mis une liste d'attentes, donc je vous propose de choisir les 3 attentes prioritaires. Donc vous pouvez, sur la liste que vous avez, vous pouvez en cocher 3. Alors vous pouvez toutes les cocher, mais on va vous demander d'en cocher que 3 pour être dans le jeu. Et comme ça, on va voir, selon vous, là, je ne sais pas combien on est, Chloé, parce que je ne vois plus combien on est, mais... on est 56 actuellement. Donc, sur les 56, si on se fait un petit sondage, selon nous, quelles sont les 3 attentes prioritaires des collaborateurs? On va vous laisser une petite minute pour répondre. Chloé, je te laisse piloter. Olivier, toi, du coup, tu vois le sondage aussi, Olivier? Ah oui, puis moi, comme j'aime bien jouer, j'y ai répondu aussi. Ah, t'as répondu quoi? Moi, j'ai répondu, alors j'ai mis la rémunération, mais je ne la mets pas en numéro 1, en tout cas dans ma liste, en ordre de priorité. Moi, en numéro 1, je mets la notion d'avoir un job qui a du sens. Et en numéro 2, la notion de pouvoir se projeter dans une entreprise, de s'inscrire dans une démarche globale de progression qui rejoint finalement le premier point, qui est celui d'avoir du sens dans son entreprise. Ok. Mais bon, tu as quand même mis la rémunération. J'ai quand même mis la rémunération, oui, mais pour moi, ça vient en numéro 3. C'est un sujet important qu'il ne faut pas négliger. Ce n'est pas le sujet qui fera avancer la boîte, mais c'est encore une fois le sujet qui peut la faire ralentir. Chloé, on en est où dans le sondage? On a 28 votes pour l'instant. Alors, pour ceux qui répondent dans le chat, vous avez en dessous, à côté du chat, en fait, un onglet qui a le sondage. Donc, vous avez juste à cocher, en fait, les petites réponses dans cet onglet-là. Vous n'êtes pas obligé de répondre avec les termes dans le chat. Hein, ça vous prendra bien moins de temps de répondre dans la partie sondage. Là, on a 30 votes pour l'instant. C'est quoi la tendance, du coup? Alors, la tendance, on a la rémunération et la reconnaissance à 26%, les deux en premier. Après, on a le sens dans le travail, la progression. Et après, on va avoir tous les autres critères qui sont autour de 5-6%. Mais on a vraiment ces 3-là qui se détachent. Rémunération, reconnaissance et sens du travail, de leur travail. Super. Allez, on va avancer. Les votes, ça continue peut-être un petit peu à voter, mais je pense que là, voilà, l'échantillon est représentatif. En plus, on est beaucoup d'experts de la fonction RH. Donc, cette pyramide vous rappelle peut-être certains cours. C'est la pyramide de Maslow, c'est la base, ce qui est important, jusqu'à le rêve, entre guillemets. Donc, il ne faut pas oublier que dans toute base, on a la rémunération et l'environnement. Le manager doit permettre donc aux collaborateurs une expérience de gain ou de confort. En termes de gain, ça peut se permettre un salaire de base suffisant pour vivre et des possibilités de primes ou d'avantages simples. En termes de confort, c'est déjà l'environnement de travail doit être bien, parce que si on va travailler dans un quartier où on a peur de se faire agresser, on risque d'avoir des problèmes. Si on fait 3 heures de route pour venir au boulot, le salarié ne va pas être heureux.
Donc, bien faire attention aux lieux, maison, bureau, au trajet maison-bureau, au télétravail, etc. Mais on a aussi la notion de place de parking, un bureau confortable. Voilà, c'est vraiment tout ça, c'est la base et le fondement de la motivation. La motivation va pouvoir prendre racine, le salaire et le confort au travail. Mais comme le disait Olivier tout à l'heure, cette partie rémunération et environnement de travail ne viennent pas motiver, mais par contre, ça peut fortement démotiver. Le deuxième niveau, donc la reconnaissance interne, là, ça va être vraiment la relation directe entre le manager et le collaborateur au sein de l'équipe. Donc, il faut que le manager vienne bien faire comprendre au collaborateur qu'il a une importance, qu'il est important pour l'équipe. Il faut lui montrer qu'on a confiance en lui. Et il faut montrer vis-à-vis des autres personnes dans la même équipe qu'on a confiance en lui. Il faut donc l'amener, le mettre en avant, c'est important. Et indirectement, il faut penser à enrichir son métier. Donc, petit conseil, pensez à des petits side projects qui viennent le faire sortir un petit peu de ses missions basiques, classiques. Ça lui montre qu'on a confiance en lui. La reconnaissance externe, où là, on ne parle plus au sein de l'équipe du manager, mais on parle au sein de toute l'entreprise ou même des fournisseurs. Donc là, c'est montrer face aux autres, à l'extérieur, qu'on a confiance aux collaborateurs en lui confiant des missions transverses, multi-équipes ou avec des tâches avec des fournisseurs. Donc on est un petit peu au-dessus de la reconnaissance interne, mais voilà, important. La relation privilégiée, donc là, on passe sur une échelle où ça va vraiment devenir un lien très fort entre le manager et le collaborateur, où là, il faut lui prouver la confiance, par exemple en l'associant sur des décisions compliquées, lui demander conseil, être à l'écoute de ses avis pour amener la stratégie de l'équipe. Et le dernier point, qui est le haut de la pyramide, donc les perspectives d'avenir, c'est très important de toujours venir entretenir la motivation en positivant sur les changements à venir, en prouvant de ce fait qu'il n'est inutile d'aller chercher ailleurs, rassurer sur la pérennité de l'entreprise, sur la pérennité du poste et des missions. Voilà, donc on est vraiment sur ça. Et en fait, quand on regarde cette pyramide de Maslow, elle est vraiment orientée sur le lien entre le manager et le collaborateur. Et c'est vraiment, on voit dans tout ça, le sens, la reconnaissance est extrêmement important. Donc on a la base sécurité et après c'est vraiment reconnaissance et sens. Est-ce que tu veux nous apporter un petit commentaire sur cette pyramide, Olivier? Moi, j'adore cette pyramide parce qu'elle elle est pas neuve, mais elle formalise bien les défis auxquels on se confronte tous les jours, tous autour de la table, soit en tant que RH, soit en tant que manager. Mais ce qui me semble extrêmement important, c'est en effet de se rappeler qu'il y a quand même cette base sur laquelle il faut bosser. Je me rappelle de cette boîte avec qui j'ai eu l'occasion de faire un petit bout de chemin, où c'était tout sur la relation privilégiée, sur la reconnaissance, sur les perspectives d'avenir. Il y avait tout un beau système, c'était fantastique. Tout le monde était, il y avait un competency management system qui fonctionnait du feu de Dieu, mais on n'était pas payé en temps et en heure. Eh ben, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau reconnaissance, développement, compétences, training, c'est super, etc. Mais à partir du moment où les collaborateurs n'ont plus confiance dans la base qui est finalement dans l'environnement de travail, être payé en temps et en heure correctement par rapport au contrat qu'on a signé, bah, c'était juste des coups d'épée dans l'eau et ça détruisait complètement la relation finalement et la confiance qu'il y avait vis-à-vis de l'entreprise. Donc voilà, se concentrer sur les 4 piliers du haut de la pyramide, mais surtout ne pas oublier le premier pilier qui est quand même essentiel à la bonne marche de l'entreprise. Alors, dans le cadre d'une demande d'augmentation, on a un peu parlé, on a amené le contexte. Vous avez 4 situations qui peuvent arriver. Le classique entretien annuel, ce qui est très bien, c'est le bon moment pour moi de parler de rémunération. Certaines entreprises mettent en place des campagnes de rémunération séparées de l'entretien annuel. Attention, pour moi, c'est un grand danger. Ce que j'ai toujours lu, alors je ne l'ai pas expérimenté personnellement, mais ce que j'ai toujours lu, c'est qu'en gros, quand on commence à créer de la campagne de rémunération séparée de l'entretien annuel, donc s'il est avant la campagne de rémunération, si elle est avant l'entretien annuel, on se retrouve avec mais à quoi sert l'entretien annuel? Parce qu'on a déjà parlé REM. S'il est après, vous allez avoir un entretien annuel qui va faire que se poser des questions sur le futur entretien de la rémunération. Donc il vaut mieux faire les deux en même temps.
suite à une proposition d'une autre société. Alors là, situation toujours très compliquée. Le collaborateur arrive en cours d'année. Coucou, j'ai 20% de plus, j'ai une proposition à plus 20%. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, je demanderai son avis à Olivier. Et la dernière, la situation, entre guillemets, à la machine à café ou dans le couloir, ou vraiment imprévue, d'une demande d'augmentation complètement imprévue. Du coup, Olivier, toi, sur les 2 derniers cas, tu as des conseils à apporter aux personnes présentes? Ou des Oui, retours d'expérience? ouais, en retour d'expérience sur le dernier cas, ça nous arrive tous régulièrement, surtout en ce moment où le marché est super dynamique. Et moi, les collaborateurs qui arrivent et qui disent, voilà, on m'a proposé 20% de plus ailleurs, est-ce que vous vous alignez? C'est en fait une bonne discussion. Donc, mon premier réflexe, c'est souvent de dire, ah, c'est génial, félicitations, au revoir. Bien évidemment, c'est facile à dire et c'est dogmatique puisque on a besoin des gens, on a du boulot à faire, c'est difficile de recruter, etc., etc. Mais quand on est rentré déjà dans cette discussion, c'est qu'en fait, il y a des choses de la pyramide qu'on a vu avant qu'on n'avait pas nécessairement identifiées. Donc là, mon conseil généralement plutôt là-dessus, c'est de ne jamais rejeter une demande d'emblée. On est là pour écouter. Là, on reprend notre casquette RH, pas manager. Hein. On est là pour écouter, pour prendre de l'information. Dans la société dans laquelle je travaillais avant, le VP HR nous disait, en tant que RH, dans cette situation, on est là pour prendre de l'info, on n'est pas là pour répondre. On prend de l'info, on répondra plus tard en mettant tous les acteurs autour de la table et puis en prenant la décision qui va bien pour le business, pour la personne, pour la boîte, pour tout ça. Voilà, mon conseil serait celui-là. Ne cédons pas au chantage, mais réfléchissons un petit peu, prenons du recul. Ok. Alors moi, juste chez Quick MS, parce que je suis jeune dirigeant, j'ai toujours expliqué à mes collaborateurs, et j'anticipe ce cas de figure en leur disant qu'on ne s'alignera pas, que par contre, on a des campagnes annuelles, tous les ans, on reparle de rémunération, et qu'on n'est pas fermé. Mais ça sera toujours à l'occasion de l'entretien annuel qu'on reparlera rémunération. Par contre, s'ils ont une autre proposition qu'ils veulent partir, malheureusement, ma stratégie personnelle que j'ai choisie pour mon entreprise, c'est de les laisser partir. Parce que s'ils sont à l'écoute, c'est qu'il y a un problème de bien-être. Donc, on a mal géré la base du départ. Si on gère bien la rémunération au moment de l'entretien annuel, normalement, on évite de se retrouver dans cette situation. Alors, quand vous arrivez dans... Oui, Chloé, tu as une question? Oui, alors j'ai une question, remarque, mais je pense que tu y as répondu au moment où du coup, Basile a posé la question. Il demandait si la situation 3 s'apparentait à du chantage, du genre, il n'y a pas d'augmentation, alors je m'en vais. Et du coup, je pense que tu as y répondu un petit peu en même temps, c'est-à-dire que... Moi, j'ai donné mon avis personnel. Après, Oui. Olivier aussi dit que si on est RH, il vaut mieux consulter aussi les dirigeants et les managers de la personne parce qu'on n'a pas forcément la vision complète des missions. Mais en général, la question arrive plutôt au manager qu'au RH en direct. Donc, Ok. Alors, quand on se retrouve devant cette demande d'augmentation, je pense qu'il faut d'abord se poser 4 questions clés importantes pour savoir quel est l'angle de décision, vers quel angle on veut amener, vers quelle direction on veut amener, quelle direction on veut amener la décision. Donc, moi, les 4 questions que je vous propose et que je vous mets en avant, c'est en cas de crise, est-ce que vous gardiez ce collaborateur? L'éternelle question, est-ce que je garde des gens ou que je leur mettrai 10 sur 20, entre guillemets? Est-ce que les missions de ce collaborateur ont évolué depuis sa dernière augmentation? Est-ce que ce collaborateur a progressé depuis la dernière augmentation? Et quelles seraient les difficultés de remplacer ce collaborateur? Surtout que la dernière est très intéressante en ce moment parce qu'on a un marché de l'emploi extrêmement compliqué. J'ai fait un top DRH à Marseille, il y avait 140 DRH et tous les DRH à qui je posais la question quelle est votre plus grande difficulté du moment? La réponse était le recrutement. C'est vraiment le gros sujet, Olivier. Qu'est-ce que tu penses de ces 4 questions? Non, mais les 4 questions sont les bonnes. La dernière, elle est extrêmement actuelle. On n'avait pas. Enfin, c'est des bons problèmes à avoir, j'ai envie de dire. C'est mieux que les situations dans lesquelles on était il y a un an et demi, par exemple. Oui, nous, chez SPI, la pénurie des talents et donc le recrutement a été identifié comme risque numéro 1 sur la cartographie de nos risques société. Et je pense qu'on n'est pas les seuls, en effet. Donc, il y a une vraie question à se poser. C'est pour ça qu'en tant que DRH, et je reviens sur le slide d'avant,
il y a du chantage et tout ce qu'on veut, mais on a quand même aussi ce devoir de prendre un petit peu de distance et de mettre tout le monde autour de la table et de vérifier que ce qu'on va faire a du sens pour la société. Alors, une fois que oui. On a un critère que Soline nous a remonté qui peut être intéressant. Elle nous indique qu'il faut aussi vérifier aussi le salaire interne par rapport au prix marché. On va en parler. Tout à fait. Tout à fait. On en parle un peu plus loin. Bonne remarque. Alors, supposons que vous êtes sur un refus pour X ou Y raison. Il faut savoir que donc les impacts du refus peuvent être multiples. Démission ou demande de rupture conventionnelle dans les mois qui suivent. Baisse de la productivité, forcément démotivé, on est moins productif. Démotivé, on peut créer de l'absentéisme. Manque d'implication, donc on vient moins participer, forcément, on devient démotivé, on participe moins. Et ce qui peut devenir pour moi le plus dangereux, c'est qu'on transforme un collaborateur en mode désengagement actif. Alors, il faut savoir que les collaborateurs, il y a 3 modes de collaborateurs. On a le collaborateur actif, c'est à peu près 10% de la population. On a le collaborateur désengagé, non actif, où là, ça va être soit environ, je ne me rappelle plus tout à fait les stats, mais c'est autour des 70%, donc c'est la majeure partie des gens. Et on a le collaborateur désengagé, mais de façon active, qui va représenter à peu près 20% des sociétés, des personnes qui travaillent. Et là, le problème du collaborateur désengagé activement, c'est qu'il va empêcher les autres et empêcher la boîte de bien travailler, empêcher les autres de bien travailler et empêcher la boîte de bien travailler. Et il faut faire très attention à ce type de personne. Et là, c'est parce que, en plus de plus être bon, il va pénaliser tout le monde et il va faire baisser le niveau de la performance de l'entreprise. Olivier, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que tu as raison de mentionner ça, et c'est pour ça que ce sujet de rémunération doit être pris avec des pincettes et ne doit surtout pas être laissé de côté. Et même si on a des enquêtes, même si on a de l'information, puisqu'on touche finalement à la sensibilité des gens, je crois que c'est Gallup, si je ne me trompe pas, qui a expliqué qu'il fallait 4 engagés actifs pour contrebalancer l'effet, l'impact négatif d'un désengagé actif. Donc, vous voyez, c'est pas un sujet qui est à négliger, en effet. Moi, je rajouterais quelque chose quand même sur les impacts d'un refus. Et je ne sais pas si on en va en parler après, mais ça peut être aussi des impacts positifs d'un refus quand il est bien géré. Par contre, et on a parlé de ça, on a parlé de fait de dire que la rémunération, c'est souvent l'expression de quelque chose d'autre. Et voilà, je voulais partager une anecdote. Un de mes collaborateurs, qui a demandé une rémunération, une augmentation de sa rémunération, que j'ai refusée. Et en fait, au-delà de la frustration que ça a pu générer, ça nous a surtout permis d'avoir en fait une vraie grande discussion en profondeur sur ses attentes, sur mes attentes en tant que manager également, et de recadrer les objectifs, de recadrer la manière de travailler, de recadrer tout ça. Et c'était quelqu'un qui était déçu au début, qui ne comprenait pas, parce que cette personne avait fait énormément de choses, il avait énormément produit, il avait énormément travaillé, et donc estimait qu'il avait le droit à une compensation pour ça. Sauf que tout ce que cette personne avait fait, c'était pas ce que je lui avais demandé. Et elle en avait oublié ses missions principales. Donc c'était un petit peu compliqué. Alors même si on a du suivi régulier sur tout ça, la personne se retrouvait un petit peu frustrée. Donc une fois la frustration passée, ça a vraiment permis de nous réaligner, de nous réengager, de nous reconcentrer sur les objectifs communs qu'on pouvait avoir. Et voilà, et au final, on est quelques mois plus tard et ça se passe très très bien, et ça a vraiment permis d'assainir finalement notre relation. Donc si c'est bien entouré, si c'est bien amené, je vois que Christophe va montrer le slide de la préparation de la réponse, ça peut également être positif. Bah oui, tu étais parti sur une parfaite transition, donc j'ai passé le slide. Alors, je suis désolée, je vais couper la petite transition. On a pas mal d'interactions sur le chat. On sent que c'est un sujet qui anime vraiment. Et on a, d'une certaine manière aussi, une transition de Caroline qui dit qu'ils ont beaucoup d'emplois de techniciens qui comparent entre eux leur taux horaire et pas du tout le package annuel global, et qu'ils ont beaucoup de difficultés à vendre la globalité, en fait, avec les avantages sociaux et le package qui est très complet.
Voilà. C'était la remarque. Alors, la solution, c'est qui a posé la question? J'ai oublié le prénom. Caroline Saucier. Caroline, la solution, Caroline, c'est vous pouvez mettre en place un BSI. Le BSI va mettre en place, donc le bilan social individualisé, va venir faire prendre conscience à tout le monde du coût employeur et des avantages qu'on a. Je ne sais pas si vous l'avez mis en place dans votre structure, mais c'est quelque chose qui peut être mis en place. Nous, on le fait via notre solution graphique, mais d'autres acteurs le font aussi très bien. Voilà, ça peut être une des solutions, mais on a tous le même problème. Moi, en tant que dirigeant, j'ai le même problème. Ils ne comprennent pas que quand ils comparent un salaire moyen vu sur Internet, il faut inclure par rapport à ce qu'on leur verse les tickets restaurants, le potentiel RTT, les primes, etc. C'est très compliqué, hein, parce qu'en fait, les études, on a toujours du mal à savoir sur quelle base elles sont calculées. Est-ce qu'il y a une autre question, Chloé? Pour l'instant, ça écrit, donc allez-y. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose aux commentaires de Caroline. Caroline, si vous avez beaucoup de techniciens aussi qui ne sont pas sur site, pas sur base, donc on n'avait pas l'occasion beaucoup de voir finalement, ça m'arrive beaucoup, où on a le même souci. Nous, on a mis en place ce qu'on appelle le HR bus, donc qui n'est pas vraiment un bus, mais on comprend l'idée, où en fait on va sur les différents sites, on a une voiture, on a des leaflets explicatifs, on a tout un tas de choses qui permettent d'aller sur le site pour expliquer et justement parler de ces sujets-là dont en fait on ne parle pas vraiment beaucoup. On en parle à l'entretien d'embauche, on en parle quand on signe le contrat, et puis 2, 3, 4, 5 ans après, on ne parle plus beaucoup de ce genre-là, de ces choses-là, de ces bénéfices, de ce que couvre la mutuelle, etc. etc. Donc voilà, alors ça demande évidemment des ressources, puisque ça veut dire qu'il faut dégager du temps pour aller sur site avec des RH qui vont expliquer tout ça, mais on a trouvé que c'était quelque chose qui fonctionnait plutôt bien, de vraiment prendre le temps, de s'asseoir un par un avec les gens et de dire, maintenant, regarde, voilà, t'as ci, t'as ça, il y a ci, il y a ça, et tout. Le BSI est une super idée. Accompagner le BSI avec une explication en face-to-face sur des populations qui, souvent, ça passe un petit peu au-dessus. Tous ces sujets-là, ça marche bien aussi. Et n'oubliez pas que le manager est votre relais sur ce sujet-là. Il faut bien former le manager à expliquer la rémunération et les composantes de la rémunération. Important. Et en général, le BSI est diffusé aux managers et aux salariés. On a une nouvelle remarque de Mathieu qui explique que lui, il est dans une situation où il y a une négociation d'augmentation pour une collaboratrice qui est très peu impliquée dans ce qu'elle fait actuellement et que du coup, lui, pour éviter de refuser catégoriquement la demande, il l'objective sur des nouvelles missions avec un nouveau projet pour que en fait, ça motive sa future augmentation. On est plutôt bien là en termes de transition également, du coup. Oui. Alors, pour moi, je compare toujours la relation employeur-collaborateur à la relation amoureuse. Et souvent, on dit que quand il y a un des deux parties, je ne vais pas faire de sexisme, qui va tromper l'autre, on dit que c'est la faute de celui qui a trompé. Alors que pour moi, il faut toujours se poser la question, c'est peut-être la faute de celui qui est trompé, qui a peut-être oublié de s'occuper de la personne qui est partie, à voir ailleurs. Et parce qu'en fait, quand on a besoin d'aller voir ailleurs, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans une relation d'entreprise, c'est qu'on a un problème avec la relation actuelle. Voilà, petit virage. Voilà, on va essayer d'avancer un petit peu parce qu'il est déjà 10 heures, on a dit maximum 45 minutes et on a 2 slides de mémoire encore. Donc ça, on en a pas mal parlé, mais donc c'est bien préparer votre réponse. Donc regardez les études de marché, analysez, donc comme ce que disait quelqu'un, le salaire actuel de la personne versus au salaire marché. Attention au salaire marché publié sur Internet, bien comparé avec votre package global du salaire marché prévu. Et dans le cas, quand vous allez en parler, bien faire montrer aussi aux personnes, voici les études, voici ce que ça comprend, voici ton package global, pour arriver à lui montrer que vous n'êtes pas si désaligné. Bien prendre en compte le contexte de la société, croissance, décroissance, objectif. Analyse des réalisations du collaborateur, donc c'est pour ça qu'il faut regarder le bilan des objectifs, de ses formations, de tout ce qu'il a pu faire. Et surtout, prendre du temps, et là, c'est rarement fait. Et moi, j'ai fait les premières erreurs lors de mes premiers refus d'augmentation. Je n'ai pas assez bien préparé. Je pense qu'il faut bien prendre, quand on est sur un refus, il faut bien prendre 1 heure ou 2 pour préparer le refus, préparer l'argumentaire, avoir un beau dossier. Alors, c'est du temps. Je dis qu'on n'a pas le temps de tout faire. Le manager doit le faire. Voilà. C'est vraiment pour moi important parce que ne pas prendre ce temps à préparer, vous risquez de vous complexifier la vie et de perdre beaucoup plus de temps après.
Si vous devez remplacer la personne, ça va vous prendre beaucoup plus de temps qu'1 heure de bonne préparation d'argumentaire. On avance. Donc, si on ne peut pas offrir de salaire, que pouvons-nous proposer? Allez, là, est pour vous la question. Après, je vous donnerai des exemples dans le chat. Qu'est-ce qu'on peut proposer quand on ne peut pas offrir de salaire? Olivier, qu'est-ce que tu peux proposer, toi? Qu'est-ce que tu proposes? On peut proposer des avantages en nature, on peut proposer des changements de mission, ça a été mentionné plus tôt, on peut proposer de la formation, il y a un tas de choses qu'on peut proposer. Sauter tout de suite dans l'augmentation de salaire, c'est vrai que on peut être un peu plus créatif, et ça dépend un petit peu de la discussion qu'on aura eue et de ce qu'on aura identifié, où est le problème réel derrière, en fait. Je ne crois pas qu'il y ait une solution, hélas, unique pour tout, mais on aura la solution que quand on aura compris la situation. Ok, merci. Chloé, c'est quoi la tendance dans le chat? Principalement la formation, vraiment certification, VAE, CPF, etc. On a aussi tout ce qui est aménagement de travail sur l'organisation, la structure du travail. Donc le télétravail qui ressort, effectivement, mais vraiment principalement, il y a une mission complémentaire également. Mais la formation est un gros levier apparemment chez nos personnes qui sont présentes. Alors, moi, je vous propose donc plein d'éléments. Donc, la classique prime, qu'on ne peut pas faire une augmentation de salaire de base, la prime peut compenser avec une perspective en disant on te donne cette prime cette année et si tu réussis tes missions, ben, on acceptera ton augmentation de l'année prochaine. On peut donner du temps, dire ben voilà, ben, on va te donner un peu moins de boulot et tu vas pouvoir partir un petit peu plus tôt, etc. C'est assez simple, mais voilà, ça, c'est un des managers que j'avais rencontré qui faisait ça. Le grade du télétravail, les jours en plus de télétravail peuvent être intéressants quand vous êtes à 2 ou 3 jours ou à 1 jour de télétravail, vous dites bah, je vais te donner 1 jour de plus de télétravail, etc. Mais attention, quand il y en a un qui a 1 jour de plus de télétravail, tous les autres vont le vouloir. Mais voilà, c'est des solutions. La formation, vous l'avez pointé du doigt, bien sûr, c'est extrêmement important de former. Les nouvelles missions, Olivier le soulignait tout à l'heure, essayer de lui proposer un nouveau poste en disant bah voilà, ce nouveau poste, si tu arrives à le gérer, ben, c'est une rémunération qui sera plus haute. Donc, prends un peu de temps, forme-toi et prouve-nous et ton salaire sera aligné. Les perspectives d'avenir, voilà, attention aux perspectives d'avenir parce que c'est le couteau à double tranchant. Hein. Si jamais vous allez rassurer, mais si vous ne tenez pas vos promesses, c'est compliqué. Les avantages en nature. Et moi, un sujet que j'aime bien, que je vois peu, et je pense que c'est dans l'air du temps, c'est un passage à temps réduit, mais avec un salaire identique. Vous supposez, alors ça demande aussi de comprendre, hein, c'est que la personne a progressé, la personne fait très bien son boulot, et en théorie, la même mission pour le même salaire, s'il a progressé, au lieu de prendre 100% de son temps, il va arriver à le faire en 90%. Bah, pourquoi ne pas lui donner ces 10%-là et de le passer à temps réduit avec le même salaire et il va pouvoir aller prendre l'air, faire du sport, faire quelque chose. C'est des choses que on voit beaucoup dans les pays nordiques avec une ambiance où ils ne regardent pas vraiment le temps de travail, ils regardent si les missions sont accomplies. Donc plus les gens sont performants et plus ils font leur mission rapidement, tout en gardant la qualité et ils partent plutôt du travail. Et voilà. On peut faire du 90% avec une rémunération à 100%, on peut faire du 80% avec une rémunération à 90%. Voilà. Les gens, en plus, on sent la tendance chez les jeunes d'avoir du temps pour vivre. Voilà. Pour vivre à côté, pour aller faire du sport, pour passer du temps en famille, etc. Est-ce qu'on a des questions, Chloé, sur cette partie Ça réagit pas mal. On a pas mal d'échanges entre personnes dans le chat. Là, on a des personnes qui sont en train d'écrire. Pour l'instant, pas de questions. J'attends. On arrive sur la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on n'a plus de slides. Olivier, tu veux ajouter quelque chose, avoir une remarque Oui, c'est sur le slide qui est à l'écran, c'est sur le passage à temps réduit. Moi, j'adorerais aussi qu'on arrive à être dans une société où on arrive à faire ça, c'est-à-dire à pouvoir mesurer en effet le travail à la qualité, au délivrable, et non pas seulement à l'heure. Il y a hélas encore des sociétés où, enfin hélas, c'est pas hélas, c'est comme ça, où il faut être très factuel et très réaliste par rapport à notre culture d'entreprise. Le dernier point qui est génial, le passage à temps réduit dans une entreprise qui valorise plutôt le temps de présence, parce qu'il y en a encore. C'est quelque chose qui va être plus dur à mettre en place. Et donc, on s'aperçoit bien qu'en fait,
De quoi on parle ici? On ne parle pas de changer la vie du collaborateur qui demande une augmentation, mais plutôt peut-être d'avoir une action sur la culture d'entreprise et la manière de gérer les gens d'une manière globale dans l'entreprise. Et on voit bien que ce système ou cette notion, ou cette problématique de la rémunération, elle est vraiment, encore une fois, juste révélatrice de quelque chose d'autre qui peut être derrière. Et quand on est tous passés en télétravail, moi je viens d'une société où on était très 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 traditionnel dans la manière de travailler. Le Covid nous a forcé à passer en télétravail. 2 ans après, je les entends plus, mais au bout de 6 mois, j'entendais toujours des réflexions de certains managers qui disaient oui, mais en télétravail, les gens ne travaillent pas. Donc c'est cette culture d'entreprise-là qu'il faut travailler. 2 ans après, on n'y est plus, c'est bon, tout le monde a compris, mais c'était fait un petit peu au forceps. C'était, j'ai envie de dire, un des avantages du Covid, c'est que ça a permis d'avancer sur ces sujets-là. Donc la notion de culture d'entreprise, de la manière dont on gère les gens, de faire attention à l'environnement, c'est quelque chose sur lequel nous, RH, on a, je pense, un impact, et sur lequel je vous invite tous à vous pencher si vous pouvez, bien évidemment. On a plusieurs remarques. On a une première remarque de Caroline qui dit que effectivement, elle est dans un environnement technique où ce dernier point, ça lui pose un peu problème dans le sens où c'est des métiers, si on leur laisse plus de temps, ils vont peut-être aller travailler ailleurs. On va avoir un effet fatigue. Voilà, donc sur le trading simulé, la concurrence, etc. Elle met un point de vigilance. Après, on a d'autres personnes qui réagissent très bien, qui disent que, par exemple, Philippe, il a mis en place la réduction de 39 heures à 35 heures sur la même rémunération, avec la libération des mercredis après-midi, et que ça a très bien fonctionné. Après, on a une question... Pardon, j'enchaîne parce qu'il y a beaucoup de choses. Question qui demande comment augmenter les collaborateurs d'une équipe alors qu'au sein même de cette équipe, il y a des profils qui sont plus engagés que d'autres. Comment l'expliquer? Comment le justifier? Ah, c'est super compliqué. Nous, chez Quick MS, on est en plein dedans. On a fait un truc un peu fou. Olivier me dit que je suis fou d'avoir fait ça. J'ai publié les salaires. Donc toute l'équipe et tout le monde est au courant des salaires de tout le monde chez Quick MS. Donc c'est oui, un peu fou, c'est vrai. Je l'accorde, mais en fait, c'est moi ce que j'ai appelé l'effet Matrix. Vous savez, quand Morpheus propose les pilules à Neo, il y a la pilule rouge et la pilule bleue. La pilule rouge, on apprend la réalité. La pilule bleue, on reste dans leur doux monde de rêve. Donc les collaborateurs ont appris la réalité. Ils le voulaient, ils étaient d'accord pour le faire. C'est rigolo parce que certains ont regretté ce choix a posteriori. Mais en fait, ça a créé beaucoup de débats. Beaucoup de débats, et pas forcément sur le montant des salaires, plus sur la comparaison entre les personnes. Et petite anecdote, j'ai un collaborateur chez moi qui comprend pas qu'il est au même salaire que quelqu'un. Et son problème, c'est pas le montant de son salaire. Son problème, c'est qu'il a l'impression d'apporter plus de valeur que cette autre personne. Donc, c'est des sujets qui sont très, très compliqués. Et nous, on essaie aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à vous apporter. Nous, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un travail collaboratif et en intelligence collective avec toute l'équipe. Donc, on était mardi en team building pendant 1 heure. Les 40 personnes de mon équipe se sont posées en petits groupes de 4-5 pour réfléchir à cette question-là. Et et après, je vais avoir des référents pour faire ressortir vraiment un peu le fond des problèmes, quoi. Et essayer de trouver des solutions. Et j'ai une collaboratrice chez moi qui, à la fin de cet atelier, était assez factuelle. Elle s'appelle Fleur. Et je la salue. Et elle disait la rémunération, c'est comme un gros pas de spaghetti. C'est très compliqué à démêler. On n'est pas sûr d'y arriver à la fin. Ok. On a également une remarque sur la pénurie de talent, le fait que ça crée des bulles spéculatives sur certains profils et qu'on n'est pas. La personne, donc Caroline, nous dit que parfois elles se sont prises en otage en fait par les collaborateurs par rapport au prix marché et la pénurie de talent. Alors moi, j'aimerais bien rebondir sur ce commentaire, Caroline, que j'avais lu et que j'aime bien. Et c'est vrai, on voit aujourd'hui qu'on a l'impression d'être pris en otage. Quand on a la sensation d'être pris en otage par beaucoup de collaborateurs, c'est souvent juste en fait que, en effet, le marché bouge. Et on est dans un marché qui est régi finalement par l'offre et la demande. On avait mentionné les études de marché ou les enquêtes de salaire un petit peu plus tôt. C'est quelque chose en effet sur lequel, à mon avis, il faut être extrêmement réactif, c'est-à-dire ne pas se laisser avoir par des indicateurs
simplistes comme juste, par exemple, l'inflation. Il y a beaucoup de gens qui demandent, oui, on aimerait être augmenté au moins par l'inflation. Ça, c'est un débat qui est infini. Mais par contre, l'inflation impacte également les mouvements de marché. Donc, si vous vous sentez en effet prise en otage par les collaborateurs aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller voir le marché en tant que tel, parce que votre marché a peut-être bougé et aujourd'hui c'est extrêmement dynamique et c'est peut-être en effet à vous en tant que RH, en tant que société, de vous adapter à nouveau à ce marché parce que vous êtes peut-être en effet en dessous du marché. Donc, c'est pas des choses à rejeter, j'ai envie de dire d'emblée tout de suite. Alors quand on a une demande en effet, mais quand on en a plusieurs qui commencent à pulluler, c'est quand même un bon indicateur pour dire, ah tiens, il se passe quelque chose peut-être sur le marché, allons voir avant de prendre des décisions ou des réponses qui sont engageantes. Juste, moi, je voudrais rajouter un commentaire sur ça. Ce qu'on voit et ce que j'entends aussi, c'est qu'on a un effet Île-de-France, Paris versus province, où on avait un peu une guerre qui était plus ou moins équilibrée avant, avec les provinces qui avaient la qualité de vie, des fois le soleil en fonction de C, mais et un immobilier plus faible, et Paris des salaires plus hauts. Et ce qui se passe, c'est que les boîtes parisiennes se mettent à recruter en full télétravail partout en France, donc avec leur niveau de salaire, le salaire parisien, parce qu'ils l'ont dans leur budget. Donc on se retrouve, nous, en province, devoir lutter avec des salaires parisiens qu'on n'avait pas prévus. Et ça rend les choses très compliquées. Et on voit l'immobilier en province qui augmente plus vite que l'immobilier à Paris, par exemple. Parce qu'on quand même, le principal coût des personnes en France, ça reste le logement. Et ce qui fait que, du coup, les collaborateurs ont besoin d'avoir des augmentations pour pouvoir s'offrir le même confort qu'avant. Ma vision à long terme de cette situation, c'est vraiment que la mienne, hein. Olivier, je serais intéressant de savoir ce que tu en penses. C'est que je pense ça va être la fin de l'écart province-Paris, Île-de-France en matière de salaire. On va avoir des salaires qui vont être alignés partout en France. Et on va avoir un immobilier qui va être aligné partout en France. Alors, ça va peut-être prendre 10 ans, 15 ans, mais je pense que voilà, l'évolution du marché va faire ça de manière générale. Sur l'immobilier, j'espère pas, mais ça, c'est très personnel. Par contre, oui, sur les salaires, en effet, il va y avoir un effet de lissage à un moment ou à un autre. Ça, c'est pas évident. Et c'est pour ça, je reviens sur ce que je disais avant, il faut être vraiment attentif au mouvement de marché des salaires. Ne réfléchissons pas à rémunération individuelle, réfléchissons au mouvement de marché. Ça me paraît essentiel, en effet. Chloé, on peut prendre une dernière question. Il est 10h15, 14. Allez, alors 2 remarques très rapidement qui sont plutôt des solutions. Par exemple, Mathieu dit que chez eux, ils ont une enveloppe globale à redistribuer pour les plus bas salaires et les plus méritants en priorité. On a Vania qui partage avec elle qu'eux, ils ont un système de pay for performance avec des objectifs et ils rémunèrent les collaborateurs qui surperforment par rapport aux autres. Et la dernière question qu'on a, c'est une question de Basile qui, lui, parle du fait de, quand on accepte une augmentation au sein d'une équipe, l'effet un peu avalanche d'augmentation que ça peut avoir après. Quelles précautions à prendre pour éviter d'avoir ce déclenchement de demande qu'on peut avoir suite à une acceptation. Ce que j'ai dans le livre Reinventing Organization de Frédéric Laloux, il parle d'une société qui fait de la production de coulis de tomates aux États-Unis. Et comme disait Olivier, cette société-là a fait le choix d'augmenter de façon automatique toute la boîte en fonction de l'inflation pour que les gens ne perdent pas de pouvoir d'achat. Et après, ils traitent juste les demandes individuelles et elles doivent être motivées par l'aide de motivation. Et chaque personne chez cette société doit vraiment créer un dossier pour expliquer pourquoi il mérite une augmentation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que après quelques années dans cette société, déjà, ils se retrouvent avec des salaires qui ne sont pas plus hauts que le marché. Ils se retrouvent avec peu de demandes parce que finalement, comme il y a la demande liée à l'augmentation, on anticipe certains petits problèmes. Liés à l'inflation, on anticipe certains petits problèmes, et qu'il n'y a que 20% de demandes d'augmentation, vu que le dossier devient compliqué à mettre en place. Enfin, compliqué, le but n'est pas d'être compliqué, mais comme il doit être fortement argumenté, c'est pas juste « je veux plus 1000 euros », quoi. C'est « je viens prouver, je viens étayer ma demande des plus 1000 euros ». Et les gens vraiment motivés, qui en ont vraiment besoin, vont passer du temps à faire le dossier, et les autres ne le font pas si, en fait, c'est juste une demande pour une demande, quoi.
Voilà. Ok. On a une dernière question, après on arrête. Elia demande comment répondre à un collaborateur qu'on ne peut pas accepter sa demande parce que l'entreprise ne peut pas, vraiment. Bah, lui expliquer, être honnête. Et lui expliquer par les chiffres de l'entreprise, peut-être. Dans ce livre aussi, que je vous conseille, Reinventing Organization, il y avait la petite histoire d'une société métallurgique française qui s'appelle Favi, qui, à un moment donné, lors de la guerre du Golfe, avait leur livre de commandes qui avait chuté et ils n'avaient plus du tout eu de commandes. Et donc, le président de l'usine est descendu dans l'usine et a parlé de la situation à tous les collaborateurs. Et en fait, donc il a expliqué que l'entreprise était en situation très difficile au niveau économique. Et c'est un des collaborateurs qui a proposé que tout le monde baisse sa rémunération de 20% afin de garder 100% des personnes et de sauvegarder l'entreprise. Il faut avoir confiance aux gens, je pense, quand on leur explique la vérité, qu'ils vont la comprendre. Ok. Voilà. Par contre, si la situation est compliquée, il faut augmenter personne. Parce que sinon, vous allez avoir un problème. Parce que tout se sait. Voilà. Chloé, je te propose d'arrêter, même s'il y a peut-être encore des questions, mais voilà, on essaye de tenir un timing.